avec du chat, je crois que le blob avait très soif. Ici, c'est sur une terrasse. Ici, c'est un petit peu... le blob, il a essayé de traverser. Il s'est retrouvé un petit peu piégé. Et là, c'est devant la porte de quelqu'un dans un lotissement, en train de traverser. En réalité, des blobs, il y en a partout. Si vous prenez une petite cuillère à café de sol dans une forêt, vous avez centaines de milliers de ces petites cellules-là, les petits bébés des blobs. Donc, si vous allez en forêt et que vous ne trouvez pas de blob, c'est que vous n'avez pas fait d'effort quand même. Donc en réalité, comment on chasse le blob? C'est tout simple. Vous ramenez un bout de bois à la maison, vous prenez n'importe quel bout de bois. Alors ici, c'est mon frère que vous avez peut-être vu, vous allez dire faire la spire. Et mes deux neveux qui ont trouvé un petit blob, mais des fois, vous n'en trouvez pas. Vous prenez un petit bout de bois, vous l'amenez dans votre maison, vous l'immergez dans l'eau pendant 24 heures, vous enlevez l'eau, vous le gardez sur un papier sopalin humide pendant 1 à 2 mois, et vous avez 50% de chance de voir un blob. Si vous prenez 2 bouts de bois, 100%. Voilà, c'est fait. Vous allez pouvoir chasser des blobs. Et si vous êtes chanceux, vous allez pouvoir trouver des espèces rares. Ça, c'est Physarum roseum. C'est la version rouge de Physarum polycephalum. Et vous allez avoir même des blobs qui sont bleus des fois. Mais ils sont rares, il faut chasser. Hein. Une fois que vous avez trouvé un blob, il faut l'élever. Le CNRS a produit un super tutoriel, comment élever un blob, qui vous dira tout de comment élever un blob à la maison. Et si jamais vous voulez le voir en film, il y a le magnifique film de Jack Mitch, produit par le CNRS et Arte. C'est un documentaire que vous pouvez trouver sur YouTube, il vous dira tout sur le blob en film. Donc la conférence se termine sur cette petite vidéo. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce monsieur, est-ce que vous le connaissez? Le Père Noël? Oh, c'est pas loin. Darwin, très bien. Bravo, c'est Charles Darwin. Et Charles Darwin, il a écrit beaucoup, mais il n'a jamais écrit sur les blobs. Et donc j'espère que par ces expériences, vous allez finalement convaincre les autres de vous intéresser à autre chose que les animaux, les plantes et les champignons. Parce que dans nos forêts, il y a plein d'organismes extraordinaires. Mais vous avez juste à fouiner, vous prenez un petit peu de terre, vous regardez avec une loupe, vous allez voir. C'est Jurassic Park en miniature. Donc le blob, il fait juste partie d'une espèce parmi des millions d'espèces qu'il y a dans les bois, mais c'est juste qu'on ne regarde pas. Donc il faut arriver maintenant à regarder sous le sol. Et d'ailleurs, il y a une magnifique expo du musée de Bourges qui est ici, que vous pouvez aller voir, qui est une expo sur le sol, si vous voulez en entendre plus. Et donc pour finir cette conférence, je voudrais remercier tous les gens qui travaillent avec moi au quotidien. Donc mes étudiants, mais aussi les gens qui me financent, le CNRS bien sûr, qui sont là et qui sont dans les laboratoires et qui font les expériences. Là, vous me voyez, je suis toute seule, mais derrière moi, il y a aussi une équipe de gens qui travaillent au quotidien sur le blob. Donc, il faut aussi les remercier parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas être là aujourd'hui, mais ils travaillent fort sur le blob. Je vous remercie et si vous avez des questions, allez-y. Alors, est-ce que vous avez des questions? Vous levez la main. Vous n'avez pas besoin d'un micro. Oui. Alors, si c'est un Physarum polycephalum et qu'il change de couleur, là, c'est qu'il est stressé. Quand il devient, par exemple, orange, pas bon signe, il est stressé. Quand il devient gris, c'est qu'il s'est asphyxié. Par contre, la couleur qui dépend de l'espèce, par exemple, Physarum roseum qui est rouge, et Physarum polycephalum qui est jaune, ça dépend de pigments en fait qu'il a à l'intérieur. Et chez Physarum par exemple, c'est Physarum chrome A qui lui donne cette couleur jaune. C'est des pigments qui sont très proches de ce qu'on va trouver dans les fleurs. Oui. Est-ce que le blob, combien d'expérience en tout sur le blob? Pardon, excusez-moi, vous pouvez peut-être un tout petit peu plus fort. Vous avez fait combien d'expériences en tout sur le blob? Oh là là, je sais pas. J'en ai fait tellement. Je sais pas, au moins une centaine. Différentes, mais après je les répète plein de fois la même. Donc je sais pas, des milliers. Oui. Est-ce qu'on peut colorer définitivement le blob en lui mettant quelques gouttes de colorant alimentaire? Alors les colorants alimentaires, ça colore le blob pendant 48 heures grand maximum. Après, il le métabolise, hein, il le rejette ou bien il le digère complètement. Donc si vous faites de la coloration avec par exemple les petits colorants valinés, qui sont rouges ou bleus, votre blob il va changer de couleur pendant à peu près 48 heures. Mais après, il reprendra sa couleur jaune. Oui. Le changement de comportement du blob par rapport à son pays, c'est dû à un changement de terre, de comment on l'a élevé?
Alors, c'est une très bonne question. Alors, c'est peut-être pas forcément en fonction du pays, parce que finalement, on a qu'un blob américain, qu'un blob australien. Pour savoir si c'est en fonction du pays, il nous faudrait plusieurs blobs américains et plusieurs blobs australiens. Mais ce qui peut jouer, déjà, c'est sa génétique, son génome, son mode d'emploi, qui est un tout petit peu différent selon forcément les individus. Comme toi et moi, on est un petit peu différents. Eux, ils sont un petit peu différents. Mais tu as raison, l'environnement peut jouer aussi énormément. Par exemple, l'Australien, il vit dans un environnement où il y a très peu d'autres myxomycètes, donc la compétition n'est pas très élevée, donc il peut prendre son temps en réalité pour aller chercher la nourriture. Alors que l'Américain et le Japonais, ils vivent dans un environnement où la compétition est très grande parce qu'il y a beaucoup d'espèces de myxomycètes, donc ils ont tout intérêt à aller vite pour manger la nourriture. Oui. Vous disiez qu'en fait, avant la limace, il était le seul au monde, donc en fait, il aurait pu envahir oui. le roi du monde. Donc, ouais, sauf qu'il n'y avait pas d'ombre, parce qu'il n'y avait pas de plantes. Et il y avait le soleil, qui est quand même sa kryptonite au blob. Il aime vraiment pas le soleil, donc il était... et puis il est quand même souvent parasité par des champignons. Les champignons sont arrivés bien vite après le blob. Mais oui, en effet, au départ, il avait plein de prédateurs, mais il n'avait pas d'ombre non plus. Oui. Alors, s'ils sont de la même souche et que tu les as colorés un en rouge et un en vert, oui. Mais si c'est deux espèces différentes, non. Mais si tu mets par exemple Physarum roseum avec Physarum polycephalum, ils vont pas fusionner, mais ils vont se monter dessus, ils vont se balader, ils vont pas se manger. Il n'y a que le blob américain qui fait ça. Oui. Alors, les myxomycètes, donc qui ressemblent au blob, il y en a 1000. Alors tu vois, tu as l'embarras du choix. Et tu sais tous les grands règnes que j'ai nommés et que personne ne connaît. Ben alors ces espèces-là, par exemple, il y en a qui s'appellent les ciliés. C'est des petits organismes qui n'ont qu'une cellule comme le blob. On peut les voir à l'œil nu parce que des fois ils font 2 mm. Ils sont tout poilus, ils ont plein de petits cils. Et des fois, ils ont la forme de cygne, des fois la forme de toupie, et tu peux les trouver dans le sol. Donc si tu prends une cuillère à café de sol et que tu mets un petit peu d'eau, et que tu t'achètes une petite loupe, tu verras ces petits organismes. Et même, tu peux voir des tardigrades, des fois. Oui. Alors, tu peux les mettre, mais ils ne vont pas fusionner. Mais tu peux les mettre ensemble, tu peux les mélanger. Oui. Alors, c'est une très bonne question. En réalité, le blob, il n'aime pas la lumière parce que sa membrane, sa peau, elle fait quelques nanomètres d'épaisseur. Un nanomètre, c'est quoi? Tu prends tes cheveux, tu divises en 1000 l'épaisseur de ton cheveu et tu vois là, ça, c'est l'épaisseur de sa peau. C'est microscopique. Et donc, en fait, le soleil, il traverse sa peau, les UV, et ça casse son ADN, son mode d'emploi. C'est un petit peu comme nous quand on prend un coup de soleil. En fait, nos cellules, elles meurent. Les toutes premières couches de cellules, quand tu as un coup de soleil, c'est que le soleil, tu les as tuées. Mais comme le blob, il n'a qu'une cellule, ça le tue. Donc c'est très dangereux les UV pour lui. Il faut vraiment qu'il se protège. Oui. Ah, c'est une très bonne question. En réalité, le blob, il aime certains champignons et d'autres pas, et c'est pas les mêmes que nous. Par exemple, le blob, il peut manger une amanite phalloïde. Nous, non. Et certains champignons qui sont bons pour nous sont pas du tout bons pour le blob. Donc quand on fait des tests de nourriture avec le blob, on met toujours le champignon à 2-3 cm et on regarde. On laisse le blob décider. On le pose pas dessus. Oui. Ah, pas question préférée. Est-ce qu'on peut manger le blob? Alors le blob, il est un peu toxique, donc ça il t'arrivera rien. C'est un petit peu indigeste, hein, mais c'est surtout pas bon. Alors je l'ai amené souvent dans des collèges, et il y a toujours des petits malins pour m'en manger un petit bout. Hein. Et du coup, j'en profite pour leur demander, bah dis-moi quel goût ça a. Alors il y a des marrants, il y a des gens qui disent, ça a le goût de la forêt, donc je sais pas comment on mange la forêt, mais... Et il y en a surtout qui me disent chaque fois, ça a goût de yaourt moisi. Du coup, ça m'a jamais tenté vraiment en fait. Mais libre à toi.